Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. We got a roll program. Bonjour à tous, il y a quelques semaines, j'étais particulièrement intrigué par une vidéo de Curious Mark et Mike Stewart, dans laquelle ils analysaient la manière dont étaient réalisées, au tout début du programme Apollo, les conversions de signaux analogiques utilisées notamment pour les liaisons entre le vaisseau spatial et la Terre. Ils sont alors tombés sur un circuit pour le moins étrange, utilisé pour le multiplexage de signaux analogiques. Le principe reposait sur l'emploi d'un transistor pour le moins atypique, le 3N68. Un transistor à 4 pattes doté de 2 émetteurs. Jusque-là, rien d'absolument inédit. On rencontre assez souvent ce type de structure dans les schémas internes de certains circuits intégrés, mais ce qui rendait ce composant vraiment singulier, c'était sa méthode de commutation. En effet, le 3N68 n'était pas commandé par sa jonction base émetteur, mais par sa jonction base collecteur. Du jamais vu pour Curious Mark et Mike Stewart. Du jamais vu pour moi également. J'avais déjà commencé à explorer ce principe dans ma vidéo DFT A255, dont je vous mets le lien en description, et dans laquelle je confirmais que ce fonctionnement était parfaitement valide, du moins en simulation sous AltiSpice. Aujourd'hui, je vais un peu plus loin, toujours sans avoir de 3N68 réel en main, mais en cherchant à reproduire l'expérience de Mark et Mike, cette fois-ci avec du matériel réel. Et je peux donc confirmer que oui, les astronautes de la NASA sont bien allés sur la Lune en 1969. Pour cette expérience, j'ai acheté 2 tors magnétiques chez RS Particulier, référence RS 210875, référence fabricant B64 290 L00 48X 830. Le choix a été fait de manière assez empirique, principalement pour leur dimension, qui permet un bobinage confortable. J'ai bobiné chaque tore avec du fil rigide issu de câbles téléphoniques, environ 8 à 9 spires, avec 3 enroulements distincts par tore. Attention toutefois au sens des enroulements, qui est ici crucial. J'en suis alors arrivé au schéma que vous voyez à l'écran. Il est constitué de 2 voies analogiques, voie 1, voie 2, et d'une alimentation symétrique, ici. Alors voie 1, le signal appliqué sur la guette de Q12 a pour but de délivrer une impulsion d'environ 10 microsecondes afin de le saturer et d'alimenter la bobine L14. La résistance R11 sert à limiter le courant maximal dans Q12 par sécurité. La diode D6 est une conservation du montage original de la NASA qui pilotait le multiplexeur de façon matricielle, c'est-à-dire ligne et colonne. Je pense que cette diode avait pour rôle d'éviter certains conflits de commande. Dans mon montage à 2 voies seulement, elle est probablement superflue, mais je l'ai conservée par fidélité au principe d'origine. L'ensemble est alimenté sous plus 8 volts, une valeur qui reste peu critique ici.
J'ai ensuite reconstitué ce que l'on pourrait appeler un inch, c'est-à-dire une approximation fonctionnelle du 3N68 à l'aide des transistors Q14 et Q13. Pour cela, leurs bases sont reliées entre elles, leurs collecteurs sont reliés entre eux. L'émetteur E1 constitue l'entrée analogique de la voie 1, le second émetteur constitue la sortie de la voie. Dans un système réel, les sorties de toutes les voies sont reliées ensemble pour alimenter l'entrée du convertisseur analogique numérique. La résistance R13 joue ici le rôle d'une simple résistance de pull-down afin de charger la sortie. Point très important, lorsque Q12 est saturé, la bobine L14 est excitée et l'on récupère alors une tension sur la jonction base-collecteur de l'ensemble Q14-Q13. Cela provoque la saturation des deux transistors, mais avec un VCE-SAT nettement plus faible que si la commande se faisait par la jonction base-émetteur. On obtient alors sortie est égale à E1 plus VCE-SAT 14 moins VCE-SAT Q13. En considérant que les deux VCE-SAT sont très proches et très faibles, on peut raisonnablement écrire sortie est égale à E1. À noter que E1 peut être aussi bien positif que négatif par rapport à la masse. Une fois l'impulsion disparue sur la guette de Q12, une autre impulsion apparaît sur la guette de Q11 et les mêmes effets se reproduisent sur la voie 2. Comme je l'ai mentionné précédemment, les tensions d'entrée peuvent être aussi bien positives que négatives. C'est pourquoi j'ai réalisé une alimentation symétrique plus 4 moins 4 à l'aide de U1, RP1, RP2 et les deux résistances R14, R15 dont le point commun est relié au ground. Le 8 volts qui est ici n'est pas le même 8 volts qui vient alimenter les voies, notamment les drains des transistors Q11 et Q12. Des bobines L13 et L10 sont montées en série avec R12, l'ensemble étant alimenté sous 3 volts. C'est ce qu'on appelle le reset. Idéalement, ce signal devrait plutôt être une impulsion négative apparaissant dès le front descendant des impulsions de commande. Je dois dire que je n'ai pas trouvé ce système de reset particulièrement convaincant et j'ai finalement décidé de l'abandonner. Mes essais ont montré qu'il permettait effectivement de réduire le temps de rémanence magnétique, mais au prix de l'apparition de pics parasites. Son optimisation me semble indispensable si l'on souhaite travailler à des fréquences de scrutation plus élevées. Mais ici, ce n'était pas mon but. Passons maintenant à la démo. Alors voici le montage sur breadboard. Donc ici, j'ai les deux voies. On va considérer celle-ci la voie 1, celle-ci la voie 2. Là, ici, c'est le petit MCU, c'est un Arduino Nano qui, tout simplement, me permet de fabriquer les signaux d'excitation des bobines. Donc, j'ai deux sorties là-bas.
Voilà, il y a le petit fil blanc là, qui va derrière et ici le strap jaune. Vous voyez? Donc c'est un des signaux qui va me servir de référence. Ensuite, ici j'ai mon pseudo 3N68 avec mes transistors que j'ai relié les bases entre elles et les collecteurs entre eux. On voit que ça ici c'est la bobine de sortie qui va venir donc exciter, qui va venir commuter la jonction base collecteur du pseudo 3N68. Et donc on le voit très bien, hein, un fil ici, un autre fil là. Voilà, là-bas caché derrière, on la voit ici, c'est la résistance de charge, la résistance de pull-down. Donc la voie 1, ici, donc ça on va considérer que c'est le primaire, donc il est dans le circuit drain du transistor MOSFET qui est ici, qui reçoit donc le signal ici, la pulse de 10 microsecondes. Et ça, c'est la bobine de reset, j'en parlais dans le schéma. C'est peu efficace. C'est peu efficace. C'est pas critique dans mon cas parce que je travaille pas à très très grande vitesse. Donc la petite rémanence qui subsiste après, on va dire, la disparition de la pulse d'excitation, eh bien, j'ai largement le temps. Ça se rétablit avant que j'envoie la deuxième pulse qui est ici. Donc qui arrive, c'est le même schéma, donc avec le MOSFET qui est là. Voilà, et puis alors ici, point très important, donc on retrouve encore mon pseudo 3N68, et ici j'ai mon alimentation symétrique pour pouvoir faire du +4, -4. Donc un des signaux, je l'envoie sur une voie, en entrée d'une voie, et l'autre signal, je l'envoie. Alors ici, il faut suivre un peu le fil. Il est là, là, ici, redescend, là, et il va là-bas sur l'émetteur. Voilà comment c'est fait sur la breadboard. Donc les MOSFET ici sont alimentés en +8 volts. Ça ici, c'est pareil, je mets du 8 volts aux extrémités, mais avec un point commun qui est relié au 0 volt, et c'est comme ça que je fabrique mon alimentation symétrique. Et puis voilà, là-bas, là ici c'est encore, j'utilise la prise USB pour alimenter mon anneau. Alors maintenant, si on veut voir ce qui se passe sur l'oscilloscope, mon vieil oscilloscope analogique, en bas, vous avez le signal d'excitation d'une des deux voies analogiques. Et en haut, vous avez la sortie commune, donc les deux émetteurs qui sont reliés entre eux. Ici, vous avez le 0 volt et mon oscillo est branché pour 2 volts par carreau. Donc maintenant, on va essayer de modifier les tensions sur les entrées. Vous voyez, là, sur une voie, je modifie la tension. Là, elle est en maxi négatif, -4, et là, regardez, je peux la passer en +4. Voilà, je la mets un peu plus bas pour qu'on voit bien où elle est. Maintenant, je vais passer sur l'autre alimentation symétrique. Voilà, négatif, -4, +4. Voilà, donc en fait, j'ai réussi à faire fonctionner tout ça, bien sûr pas aussi bien que les ingénieurs de la NASA, mais j'y suis arrivé, j'ai vu ce que je voulais voir, c'est entre autres commuter des transistors
par leur jonction base collecteur. Et puis voilà, donc c'était donc les ancêtres des analogues switch. Voilà, malheureusement, je n'ai pas pu trouver des transistors à 4 pattes 3N68. Donc, je vais m'arrêter là, je pense, hein, mais on ne sait jamais. Si quelqu'un d'entre vous pouvait me donner la possibilité de m'en procurer, un lien, une adresse, un numéro de téléphone, un mail, une connaissance, voilà, je serais vraiment intéressé d'aller jusqu'au bout de ce montage. Et je remercie encore Curious Mark et Mike Stewart d'avoir découvert ce montage. Cette vidéo est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi. Je vous dis à bientôt sur de nouvelles vidéos.